un petit changement de logiciel sur Click Meeting et je ne vous voyais pas, je ne vous entendais pas et visiblement pour vous c'était pareil. En fait, tout simplement, je n'avais pas démarré l'événement, donc je suis désolé, nous démarrons avec 4 minutes de retard. Euh, voilà, et là, visiblement, ça fonctionne. Merci. Bon, d'autant plus que comme j'anime seul aujourd'hui ce webinaire, on avait lancé en début d'année avec Paul Devaux, mon associé et cofondateur de Énergie, un cycle de webinaires sur le coaching. On l'a arrêté pendant l'été et on a même prolongé jusqu'à maintenant, donc l'été. Et là, on s'est décidé pour un format un petit peu différent, c'est-à-dire c'est pas le soir, c'est entre midi et deux. Je vous dirai ce que vous en pensez. Voilà, un format plus court, mais dans lequel je voudrais qu'on laisse une plus grande part à la discussion et à la réponse aux questions. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat. A priori, plutôt une fois que cet exposé sera terminé. Je vais avoir du mal à les lire en même temps que je vous raconte. Ou peut-être on fera une ou deux pauses dans le webinaire pour que vous puissiez poser vos questions. Voilà, le sujet ce qui me tenait à cœur et dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est celui de l'impertinence du coach. Le mot est peut-être pas d'ailleurs le mieux choisi qui soit, puisque quand on parle d'impertinence, il s'agit ni d'être désagréable, ni d'être hautain, ni d'être quoi que ce soit, et surtout pas de ne pas être pertinent, mais plutôt d'essayer de décadrer, de décaler en fait la vision de l'équipe et que le coach serve à opérer ce basculement de cadre de référence que l'on peut souhaiter et qui fait, à mon avis, toute la puissance du coaching. Voilà, donc le sommaire que je vous propose, il est simple, parler un petit peu de l'insight dans le coaching, parler de ce que nous appelons, nous, justement, cette impertinence du coach, et puis faire un zoom sur deux choses particulières, deux aspects particuliers qui permettent de c'est l'écoute spécifique que le coach va avoir, et vous verrez, je parlerai en particulier de deux d'entre elles. Et le moment de la confrontation, j'aurais pu appeler ça le moment de la bascule, c'est-à-dire le moment où le coach va tendre le miroir à l'équipe, un petit peu comme il peut le faire dans le coaching individuel, mais là, il le fait à toute l'équipe. Et c'est ce moment où tout peut se jouer pour le meilleur et pour le pire parfois. Et puis on terminera par une petite offre spéciale webinaire. Il nous reste 3 places dans le prochain cycle de coaching d'équipe. Et donc on voudrait vous faire profiter d'une offre spécifique pour ceux qui auront la patience de nous écouter jusqu'à la fin. De m'écouter aujourd'hui puisque je suis tout seul. Voilà, l'insight, en fait, c'est un petit peu comme cette bibliothèque avec une porte magique qui s'ouvre. Moi, j'adorais lire quand j'étais gamin des romans d'Alexandre Dumas et de tous ces auteurs fabuleux de Jules Verne et compagnie. Et souvent, je reprends cet exemple dans le coaching quand on me dit mais l'insight, comment ça se passe, comment tu fais, comment tu fais pas aussi parfois. Et souvent, je décris le coaching comme étant ou plutôt le coach comme étant face à un mur blanc ou un rayonnage de livres. Et il ne sait pas où il faut appuyer, mais il sait qu'à un moment donné, quand il va appuyer quelque part, clac, ça va basculer et derrière la porte, il va y avoir la vraie rupture, c'est-à-dire la différence entre la petite rupture et la vraie rupture, c'est qu'une petite rupture, un petit effet produit avec l'équipe, c'est-à-dire vous faites une animation avec une équipe, vous leur donnez quelques conseils, vous les accompagnez sur un petit atelier ou un petit, oui, sur un débat ou n'importe quel processus que vous pourriez avoir à accompagner, vous faites de l'échange des pratiques. Souvent, vous apportez une petite pierre à l'édifice, et pierre après pierre, on peut construire des beaux murs et des magnifiques cathédrales. Donc, pas de souci avec ce principe-là. Sauf que parfois, on peut gagner énormément de temps et on peut aller beaucoup plus loin et de manière beaucoup plus durable quand effectivement on a la possibilité de créer auprès de l'équipe un insight. Et cet insight ouvre une perspective totalement différente, totalement nouvelle pour l'équipe. D'un seul coup, là, ce petit moment de bascule un peu magique, souvent suivi d'un long silence d'ailleurs. Hein, c'est dans ce moment-là que l'on sait qu'il est en train de se passer quelque chose. Et donc, ce moment où on va ouvrir l'horizon de l'équipe à d'autres perspectives. Je vais voir un commentaire disant que le son était mauvais. Alors là, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. J'espère que ce n'est pas tout le monde qui a un son mauvais. Je vais peut-être arrêter de faire du bruit avec mon téléphone sur la table, être un petit peu plus centré
après avec vous. Voilà, donc je continue. Et en fait, je voudrais résumer ça par une petite première, peut-être non d'ailleurs. Hein, est-ce qu'on veut faire du coaching ou est-ce qu'on veut être coach? Bien entendu, en posant la question comme ça, je vous oriente sur la réponse qui est que, à mon avis, l'objectif, c'est d'être coach avant de vouloir faire du coaching, c'est-à-dire de travailler sa posture et ce que l'on est, son alignement par rapport aux effets recherchés dans le coaching, plutôt que de vouloir à tout prix utiliser les outils que l'on aurait utilisés qu'on aurait appris dans une formation. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être coach et c'est en fait de provoquer. L'insight ne se provoque pas, il est. On s'était amusé il y a quelques années, je crois maintenant déjà, avec Paul, à écrire un petit article sur la comparaison entre l'insight et l'orgasme. On disait si on cherche à produire l'orgasme, il y a peu de chances qu'on arrive à l'obtenir. Et en même temps, c'est bien ça la finalité quand on fait l'amour, c'est si possible que les deux partenaires puissent trouver un moment d'exultation. Et ben là, c'est un peu pareil. Alors, excusez, l'image est un peu osée, on le sait, on le dit à chaque fois, pendant les pincettes qui vont bien, et elle illustre bien ce qui se passe au travers de l'insight. L'insight, le coach doit être concentré dessus pour ne pas rater le moment où ce serait possible de le faire survenir. Mais en même temps, on ne va pas chercher à le provoquer. Voilà. Alors, visiblement, j'ai des retours très moyens sur le son. Certains me disent que c'est OK pour eux, d'autres me disent que c'est moyen, d'autres que c'est même très mauvais. Je n'ai pas de casque. En fait, pour tout vous dire, aujourd'hui, je m'apprête à partir, à sauter dans un avion pour partir à l'autre bout du monde dans une heure et j'ai juste mon sac à dos avec moi. Donc, je n'ai pas de casque qui peut-être permettrait d'améliorer un petit peu le son. Voilà. Je suis désolé, je m'excuse pour ceux pour qui ce serait un peu pénible et je poursuis. Voilà sur cette notion d'insight et puis je m'arrêterai un petit peu après sur cette notion après la notion d'impertinence. La notion d'impertinence, vous la comprenez bien, en fait, elle est, je pense, bien illustrée par cette image, c'est que peut-être que le coach serait une sorte de fou du roi des temps modernes, c'est-à-dire peut-être une sorte d'aiguillon, si vous voulez, mouche du coach. De par la position que nous avons, de par le fait que les clients viennent nous chercher, parce qu'ils nous font confiance, parce que nous savons créer avec eux une bonne alliance, euh, eh bien, pour toutes ces raisons-là, euh, il va nous être possible, et je pense que c'est même plus qu'il va nous être possible, c'est qu'il est de notre mission de coach d'essayer de représenter un petit peu ce fou du roi, c'est-à-dire celui qui, avec délicatesse, avec finesse, mais aussi avec persistance, on va dire, hein, va oser renvoyer à l'équipe, renvoyer aux managers de l'équipe, renvoyer aux équipiers des points, des rayons du miroir, hein, des reflets dans le miroir qui vont permettre à l'équipe de ou qui vont peut-être permettre tout simplement de dire tout haut ce que beaucoup savent ou disent tout bas, mais n'osent jamais dire. Peut-être que le coach, par ses tours de main, va arriver à montrer à l'équipe des angles morts, des points aveugles dont on reparlera tout à l'heure. Et donc, si il veut être un bon coach pour son client, je pense qu'il doit avoir cette posture délibérément fou du roi, donc délibérément impertinent. La deuxième chose que le coach doit faire, c'est qu'il doit libérer les contraintes. Donc, il a cette mission effectivement de briser les chaînes. Et on sait dans les équipes, tout particulièrement dans les équipes, hein, c'est exactement la même chose en coaching individuel. On est bien d'accord, on pourrait faire une conférence sur le thème de l'insight dans le coaching individuel. D'ailleurs, souvent, on en parle plus dans le coaching individuel que dans le coaching d'équipe. Mais là, on est exactement dans la même logique, c'est-à-dire qu'au travers de l'insight, on va chercher à provoquer et à libérer les contraintes qui existent de manière formelle, non formelle, explicite, implicite au sein des équipes. Et c'est par l'observation, par la position méta du coach, qu'on va essayer de faire voler ces chaînes en éclats. Voilà, donc ça c'est un petit peu les deux choses importantes. Et puis peut-être m'arrêter là déjà pour répondre à quelques questions si vous en avez sur la manière d'amener ce sujet. Donc, je suis désolé, je vois bien que pour certains il y a des coupures. Je sais pas, peut-être que ma connexion n'est pas bonne aujourd'hui. Pourtant, je suis en plein Paris, donc ça devrait le faire, mais c'est vrai que c'est un peu les aléas du direct. Donc, est-ce que vous avez déjà des questions à poser à cet endroit-là sur cette notion d'insight, sur cette notion d'impertinence?
Et là, soyez pas surpris, je me suis juste arrêté de parler, donc normal que vous n'entendiez pas le son. Non? Ah, Lise est en train de nous envoyer un petit message. Pas de questions pour le moment. Bon, allez, je continue alors. J'espérais en avoir une. Bien écoutez, je continue et puis on les prendra au fur et à mesure qu'elles viendront dans la suite de la conférence. Voilà, les deux choses sur lesquelles j'aimerais, parce que finalement, bon, c'est bien gentil tout ça, mais alors, comment est-ce qu'on le provoque? Alors, je n'aurai certainement pas la prétention en 20-25 minutes de vous, excellent, Fabien. Non, écoute, je te répondrai tout à l'heure. Je n'aurais pas la prétention de faire le tour complet de ce sujet parce que c'est pour nous un sujet qui est extrêmement important dans notre méthode et donc on y revient très régulièrement pendant les cycles sur lesquels on partage notre expérience avec les coachs qui viennent, qui ont le plaisir et l'honneur de se former chez nous. Mais j'aimerais bien vous amener sur deux endroits particuliers. Le premier endroit, c'est qu'effectivement, pour pouvoir être centré, alors non pas sur je veux provoquer un insight, mais si l'étincelle passe, je veux la voir passer et je veux pouvoir la saisir, eh bien, il va falloir que le coach se mette dans une disposition d'écoute très particulière et qui va le différencier complètement de ce que peut être la posture d'un animateur ou d'un consultant. Hein. Je n'ai rien ni contre les animateurs ni contre les consultants. J'ai fait de l'animation, j'ai fait du conseil. Donc, pas question de renier une partie de moi-même. En même temps, quand on est coach, on n'est ni animateur ni consultant, on est coach. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a un moment où on va, par cette position de préméta, par cette capacité à saisir les processus, à saisir ce qui se joue en dessous de la ligne de la conversation, c'est grâce à ça et grâce à cette écoute très spécifique qu'on va pouvoir peut-être montrer qu'un insight est en train de passer à l'équipe ou tendre le miroir d'une certaine façon à l'équipe qu'elle puisse voir quelque chose qui la fasse vraiment progresser. Voilà. Alors, bien, quatre niveaux d'écoute que nous avons différenciés. Je vais aller très vite sur les deux premiers qui ne m'intéresseront pas aujourd'hui. L'écoute de l'explicite, c'est-à-dire justement l'écoute de la conversation, l'écoute de ce que les gens se racontent. La deuxième, c'est l'écoute empathique des émotions, c'est-à-dire effectivement l'écoute des émotions qui circulent, des émotions qui peuvent circuler d'ailleurs entre le coach et l'équipe, entre le manager de l'équipe et l'équipe, entre plusieurs personnes de l'équipe. Ces émotions, vous pouvez les capter à plein de moments différents dans votre coaching d'équipe, mais ce n'est pas non plus là-dessus que je voulais m'arrêter aujourd'hui. Je voulais aller déjà sur le troisième niveau d'écoute, qui est l'écoute du cadre de référence. L'écoute du cadre de référence, c'est un petit peu d'essayer de regarder comment. Alors là, c'est un individu tout seul, je n'ai pas trouvé la bonne image, mais c'est la même chose. C'est en fait comment est-ce que l'individu se représente son problème. Donc vous voyez ce petit bonhomme qui est face à l'entrée du labyrinthe, il n'est pas sorti de il n'est pas sorti de berge. Il n'a pas fini de errer à l'intérieur de finalement de ce cadre de référence qui pourrait ressembler à la manière dont lui-même a bâti ses murs tout au long de sa vie, à partir de ses paradigmes, à partir de la manière dont il a grandi, de sa culture, de ses croyances, à partir de ses expériences aussi, à partir de ce qu'il peut, de ce qu'il ne peut pas faire. Donc chacun d'entre nous s'est bâti son propre labyrinthe, on le sait. Et si en général on va avoir un coach, c'est parce que justement on n'arrive pas à sortir du labyrinthe et qu'on aimerait bien que quelqu'un nous aide que quelqu'un nous aide à progresser là-dedans et à nous, à faire en sorte que nous puissions trouver, et si possible de manière autonome, la sortie de ce labyrinthe. Donc, l'écoute du cadre de référence, c'est écouter comment la personne ou comment l'équipe s'est elle-même créé l'espace problème, c'est-à-dire le problème dont elle parle, le problème pour lequel elle a appelé un coach, la question qu'elle se pose, le progrès qu'elle veut faire. Si elle ne les a pas fait toute seule, cette équipe, si elle a eu besoin d'un coach, c'est probablement parce qu'effectivement, il y a des endroits où elle tombe dans des impasses. Et ce qui va être intéressant, c'est en prenant une position méta, de regarder comment l'équipe s'est créée elle-même cet espace problème. Et la photo me plaît bien de ce point de vue-là parce que finalement, vous, en tant que coach, ce que vous devez, c'est avoir cette vision d'ensemble. C'est-à-dire non pas être comme le bonhomme qui probablement ne voit que les deux murs, mais vraiment être dans cette capacité, dans cette prise de hauteur qui permet de regarder
la vision d'ensemble. Alors, on ne peut jamais tout voir, hein, jamais la prétention de tout voir, mais en tout cas d'avoir peut-être de part la neutralité, du part du fait que je n'ai pas d'intention, qu'il n'y a pas d'enjeu pour moi autre que de réussir le coaching pour le client, mais il n'y a pas d'enjeu dans la situation là qui est en train de se dérouler devant moi. Eh bien, c'est ce qui me donne la possibilité de prendre de la hauteur et de voir l'ensemble du labyrinthe. Donc oui, effectivement, il s'agit d'identifier des normes, des croyances, des points d'appui aussi, mais tous les points d'appui, hein, dans ce labyrinthe, il y a des endroits où, paf, paf, on va pouvoir avancer vite. Hein. Et puis peut-être que ce petit bonhomme qu'on voit là, peut-être qu'il court vite, donc il a des points d'appui. Et puis peut-être qu'il a le sens de l'orientation. Donc on va voir et on va appuyer d'ailleurs, hein, sur tous ces points d'appui positifs. Parce que ça fait aussi partie du bon cadre de référence. Et on sait que toutes les croyances que nous avons, qui nous servent à avancer dans la vie, elles ont aussi des limites, elles ont aussi des zones d'ombre qui font qu'on ne voit pas certaines choses, qu'on ne peut pas les percevoir. Donc effectivement, le coach va essayer de non plus cette fois-ci écouter le contenu de la conversation, ni même les émotions qui se jouent, mais vraiment la façon dont le problème se construit. Donc l'équipe réfléchit elle-même à la recherche de solutions. Je ne sais pas répondre à la question d'Ahmed sur combien de temps dure cette écoute. C'est difficile parce que ça va vraiment dépendre des phases du coaching d'équipe. Il y a des moments où vous êtes en prise avec le groupe, c'est vous qui conduisez, vous animez, vous facilitez, donc c'est un peu plus difficile d'avoir cette position méta. Donc là, je suggérerais peut-être que, par exemple, vous preniez un peu de recul entre deux séquences d'animation pour réfléchir à ce qui s'est joué. Je crois que je vais ne pas rajouter de problème au problème, je vais fermer ma fenêtre. Voilà, déjà que le son est difficile pour certains, si les travaux se mettent à reprendre à côté, ça va être compliqué. Voilà, donc, et puis à certains moments, parce que vous allez être dans un débat, parce que vous allez lancer l'équipe sur une réflexion et que vous allez vous mettre un petit peu en recul, en retrait, en position très basse par rapport au groupe, eh bien, vous allez pouvoir à ce moment-là, pendant une phase un peu plus longue, vous centrer vraiment sur cette écoute des processus. Voilà, ça c'est le premier niveau d'écoute qui peut permettre de créer des insights. On verra comment dans la partie sur la confrontation. La dernière façon d'écouter, c'est d'écouter, et ça c'est extrêmement puissant, c'est d'écouter les échos systémiques. Alors, c'est qu'écouter les échos systémiques, en fait, j'aime bien cette image-là, même si elle est pas très belle, mais parce que pour moi, elle parle bien, c'est-à-dire, en fait, c'est ce qui se joue entre le point A qui pourrait être l'équipe et le point B qui pourrait être le coach, ou l'inverse, hein, on s'en fiche. Mais en fait, c'est ce qui se passe, c'est comment est-ce que ce qui est en train de se passer dans l'instant présent devant vous, comment est-ce que ça résonne en vous? Comment est-ce que, qu'est-ce que ça produit en vous? Alors évidemment, vous n'êtes pas un terrain neutre. Moi, je ne crois pas du tout à la neutralité du coach. Le coach ne peut pas être neutre parce que lui aussi, il a ses paradigmes, lui aussi, il a son style, sa personnalité, son type de personnalité. Et donc, je ne crois pas beaucoup à la neutralité du coach. Le coach ne doit pas avoir d'intention pour l'équipe. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, il est une personne, et dès que cette personne rentre dans le système client, eh bien, il modifie le système client. Vous allez observer une réunion chez un client, la réunion ne se déroulera pas comme elle se déroulait si vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Donc, vous n'êtes pas simplement un témoin derrière une vitre sans teint, vous êtes présent, vous respirez, vous inspirez, vous expirez. Donc tout ça, ça brasse de la chimie entre vous et de l'alchimie entre les membres du groupe. En revanche, ça peut être intéressant de regarder comment, en tant que justement élément quand même externe à l'équipe, même si vous êtes interne au système qui se reconstitue avec vous, vous n'êtes pas un membre de l'équipe. Et donc, ça peut être intéressant de regarder comment ça résonne en vous. Alors, pourquoi ça peut être intéressant? Parce que si ça résonne d'une certaine manière et que vous écoutez ça, tout en étant bien conscient, et ça c'est ce qui est le plus compliqué dans cette écoute-là, que forcément, vous avez une écoute qui passe par votre filtre, donc vous êtes un autre coach que vous, qui serait tout aussi bon que vous, n'entendrait pas ou ça ne résonnerait pas de la même façon chez lui, et bien malgré tout, ça peut être intéressant de regarder comment ça se joue. Je prends un exemple concret. Je faisais hier un petit coaching, c'est un coaching d'équipe qui se déroule en plusieurs étapes, des étapes de 2 heures à peu près. Et hier, on faisait ce qu'on appelle, nous, un bilan de fonctionnement. Et c'est curieux parce que en faisant le point de ce qui fonctionnait bien entre eux, puis de ce qui pourrait fonctionner mieux dans les semaines ou les mois qui viennent, ils ont listé un certain nombre de sujets, dont un qu'ils ont estimé. Alors, il est arrivé un peu par la périphérie. Il y avait beaucoup de sujets sur la communication,
sur l'intégration. Il y a un sujet un peu périphérique qui est arrivé sur la confiance. Et, et quand je leur ai proposé de réfléchir à quel serait de tous ces points que vous avez évoqués, celui qui serait le plus à même de faire progresser l'équipe, après avoir demandé à chacun d'y réfléchir silencieusement et de partager ça pour pas qu'il y ait d'effet de groupe, eh bien effectivement, celui qui a recueilli le plus de votes, c'était celui de la confiance. Alors, facile, travailler la confiance au sein d'une équipe, et on sait à quel point c'est important. Et ce qui est étonnant, c'est que au moment où ils ont choisi ce point-là, moi, j'étais en train de sentir au fond de moi que je n'avais pas confiance, ni en moi, ni dans cette équipe. Il y avait quelque chose que je sentais au sein de cette équipe qui était de l'ordre de comment d'un manque de confiance même par rapport au processus. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est pas facile à exprimer, mais j'étais même en train de me dire, tiens, finalement, je suis pas complètement confiant dans la façon dont cette équipe va parler à l'extérieur de l'entreprise, donc comme c'est une grosse entreprise, du travail que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc, je ressentais ce manque de confiance entre eux et moi, ou plutôt entre moi et eux, parce que c'était pas d'eux vers moi, mais c'était de moi vers eux. Je sentais que je commençais moi-même à l'intérieur de moi à pas me sentir tout à fait en confiance dans mon processus. Et finalement, le phénomène qui ressort, c'est qu'ils me disent il faudrait qu'on apprenne à se faire davantage. Et ça, je trouve que ça résonne assez fort. Et à ce moment-là, vous avez peut-être la possibilité, tout dépend du niveau d'alliance que vous avez avec cette équipe, de partager cet écosystème. C'est-à-dire de dire, effectivement, je tenais à partager ce point-là avec vous. Voilà ce que je ressens depuis que nous sommes rentrés dans cet exercice. Et je ressens que nous ne sommes pas complètement dans le bon niveau de confiance qu'il faudrait qu'on aille, que nous ayons pour aller au fond de cet exercice. Et donc, pour ça, il faut que le coach se fasse confiance. Il ait la capacité de dire ça très proprement à l'équipe. Il faut qu'il ait confiance dans l'équipe. Et donc, il faut surtout qu'il ait confiance dans le fait que le mettre sur la table, ça va permettre de travailler le sujet dont on est en train de parler. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a ces effets un petit peu de résonance qui peuvent se jouer entre le coach, ce qu'il vit à l'intérieur de lui, et ce qui est en train de se jouer au sein de l'équipe. Et ça, c'est une écoute qui travaille, qu'on travaille dans nos séminaires, et qui est extrêmement puissante parce qu'elle vous permet, et elle permet de jouer dans les deux sens. C'est-à-dire que si ça joue dans le sens de la remontée vers le manque de confiance qu'on va pouvoir se faire à soi-même, moi, je me reconnecte avec ma confiance en moi. À ce moment-là, je vais pouvoir aussi, en réinsuffler à l'équipe au travers de la manière dont je vais les confronter. C'est ce qu'on verra juste après sur le moment où vous allez essayer de confronter l'équipe. Je viens essayer. J'ai un petit peu peur que pour ceux pour qui le son est pas bon, c'est que ce soit parce que je suis sans casque. Et je pense qu'il doit y avoir une espèce de retour qui passe par mon ordinateur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà couper moi, le son sortant. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Et puis, oui, pourquoi pas, je vais essayer de couper l'image. Et à ce moment-là, en espérant que ça aille un peu mieux pour ceux pour qui c'était pénible. Voilà. Est-ce que vous auriez des questions à cet endroit-là de la présentation? Ah, oui, c'est possible qu'effectivement le son sortant ait provoqué un phénomène d'écho. Et donc je suis bien désolé parce que ça, j'aurais pu le faire dès le début. Et je n'y ai pas pensé. Voilà, donc quittons les problèmes de son et de résonance et concentrons-nous un petit peu sur le sujet. Voilà, j'ai répondu déjà il y a deux petites questions qui m'avaient été posées. Je vois que les gens sont en train de taper, donc j'attends un petit peu que les questions arrivent. Oula, je vois qu'il y a plein de gens qui tapent, mais vous tapez des romans. D'accord, donc c'est Loïc qui dit que alors, comment as-tu fait partager ton écho auprès du groupe d'hier? Alors, je vais être très honnête avec vous. Hier, je ne l'ai pas partagé. Donc, du coup, je remets peut-être la vidéo, vous me direz si ça change rien. La question est très bonne, Lionel. Et effectivement, hier, je ne l'ai pas partagé pour une raison simple.
c'est que je n'avais pas, avec l'équipe, le niveau d'alliance suffisant et surtout, il n'y avait pas en face de moi la maturité suffisante. En fait, c'est un travail que je fais avec l'équipe de management de cette entreprise locale, c'est un grand groupe. Là, c'était la première fois que je travaillais avec les 10 N-1 de ce petit noyau. Par contre, je l'ai partagé avec le noyau avec lequel je suis en confiance. Enfin, en tout cas, je suis en alliance. Et donc, j'ai partagé ça avec eux. Et donc, dans la prochaine réunion, si ce phénomène se reproduit, alors à ce moment-là, je pourrai le partager. On va y venir tout à l'heure. Je considère que ça fait partie des conditions de réussite de partager quelque chose avec l'équipe et que l'équipe ait la capacité de le voir. Ce qui veut dire effectivement, oui, je pense que pour être impertinent, il faut un minimum d'alliance. Et effectivement, Lise, je pense que ce qui peut se jouer dans l'équipe, alors je ne sais pas si c'est exacerbé dans la relation avec le coach. En tout cas, je pense que tout est dans tout. Et donc, en étant centré sur ce type d'écoute, c'est pas miraculeux. Hein, c'est-à-dire qu'il faut pas, comme chaque fois qu'on découvre un truc, on est un peu à la recherche à chaque fois de est-ce que ça va marcher. Alors, ça marche et ça marche pas. Il y a des moments où ça ne marchera pas. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de se dire que cela fait partie comment dire, des possibilités que vous avez, des manières que vous avez dans votre posture d'être un bon coach au travers de ce qui se joue avec l'équipe. Donc, je ne sais pas si ça exacerbe, mais en tout cas, il y a une notion de reflet. En fait, c'est un peu comme si le coach était un miroir. L'équipe rayonne, elle envoie des rayons, et au travers de votre miroir, il y a un rayon qui a frappé un peu fort, que vous avez vu, et vous allez le retendre un petit peu vers l'équipe. Voilà. Alors, alliance au sein d'un petit groupe, alors non, je crois pas. Je pense que c'est l'alliance entre le coach et le groupe qui est importante. Peu importe, je dirais à la limite, l'alliance qui existe entre eux, il faut qu'il y ait un minimum de maturité, donc vous allez envoyer des choses un peu fortes. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une alliance, c'est-à-dire que je ne vous vois pas débarquer comme une espèce de stronghold qui, dès la première réunion, commence à balancer des trucs, parce que ça peut parfois être un petit peu confrontant, on va le voir. Je répondrai à la question de l'instrumentalisation juste après. Alors, non, je vais y répondre maintenant. Alors, effectivement, je ne sais pas, Yacine, ce que tu appelles par instrumentalisation, mais effectivement, de toute façon, le travail de coaching nécessite un vrai travail personnel du coach. Il doit bien se connaître. Il doit savoir aussi comment, parce que dans cette résonance systémique, hein, vous le voyez, il y a le point A, il y a le point B, et les deux sont pris dedans. Hein. Donc, si vous vous connaissez bien, si vous savez quels sont les endroits sur lesquels ça vous chatouille, tiens, je prends un autre exemple. La semaine dernière, une journée de coaching d'équipe avec une équipe que j'ai accompagnée déjà plusieurs fois, et une équipe très aérienne, très dans la créativité, très exubérante, qui adore jouer, qui adore inventer des façons nouvelles de répondre aux défis qui sont. Et en milieu de matinée, on avait fait un jeu assez long qui permettait d'amener un outil que je voulais partager avec eux, qu'on appelle l'Advitam, et qui permet de modéliser le système de réussite de l'équipe. Et donc, dans ce jeu-là, ce qui était un jeu de tour en Lego, un petit peu complexe, un jeu qui dure 3 quarts d'heure, donc un jeu qui n'est pas simplement un warm-up, qui est vraiment un jeu sur lequel on essaye de décortiquer les choses. Ils étaient tellement dans la créativité, il y a un moment donné où moi, je leur demandais dans les consignes de m'acheter des Legos et donc de dire combien ils ont acheté. Et en fait, ils ne m'achetaient pas des Legos, ils piochaient dans mes poches et ils prenaient des poignées de Legos et ils construisaient leur tour. Et en fait, à un moment donné, ça m'a gonflé, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que ça m'a déstabilisé. Là, pour le coup, il faut bien être attentif à deux choses. Un, à ce qui est de l'ordre de je me laisse moi déstabiliser parce que ça m'agace un peu qu'on ne respecte pas ma règle du jeu. Et là, c'est bien de moi qu'on parle et pas du tout de l'équipe. Et en même temps, on parle aussi de l'équipe. Parce que ce que je vis là, à ce moment-là, moi, avec l'équipe, probablement que d'autres le vivent avec cette équipe-là. Leurs collaborateurs, leurs chefs, etc. Donc, ça va être intéressant de tendre le miroir et de leur montrer, mais surtout pas au moment où ça m'énerve de moi. Parce que là, il y a une part trop grande de moi-même qui pourrait partir dans le reflet. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça nécessite effectivement de bien se connaître pour pas rentrer. Alors, je ne sais pas si c'est une instrumentalisation. En tout cas, c'est pour pas rentrer dans le jeu
que l'équipe est en train de vous proposer. Donc, elle n'en est pas consciente qu'elle vous propose ce jeu-là, mais vous pouvez rentrer dedans. Voilà. Je lis un petit peu que fait le coach lorsqu'un individu prend le leadership du groupe de manière confrontante. Alors, je vous propose d'en parler justement dans la partie sur la confrontation, sur laquelle on va aller. Voilà, puis je ne me rappelais pas qu'il y avait ce slide, mais qui résume ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, pour faire ça, il faut avoir une conscience systémique à la fois de soi, de la situation, et de soi par rapport à la situation, et de la situation par rapport à soi. C'est vraiment une conscience systémique un peu de tout ça. Vous voyez le petit bonhomme là, enfin le bonhomme au milieu là, qui a ces deux lui-même hein, qui sont en train de lui parler, l'un probablement en train de faire quelque chose de positif et l'autre un peu de quelque chose de diabolique. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient qu'au moment où en tout cas ça provoque ça chez moi, euh, ça, ça joue aussi sur mon système de il ne respecte pas ma règle. Voilà. Alors il y a un aérien qui fait une belle phrase, se devrait être attentif sur ce point de moment d'impertinence à la pertinence du moment. C'est vrai que je reviens sur ce que j'ai dit en introduction, mais pertinence, impertinence, il faut bien comprendre qu'en fait, c'est très pertinent ce qu'on fait à ce moment-là. Enfin, on espère en tout cas. C'est impertinent dans le sens où c'est décalé, c'est décadré, c'est pas du politiquement correct. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez confronter, on va voir des exemples de confrontation, ça ne va pas toujours être politiquement correct. Mais c'est important parce que vous pouvez rendre un grand service à l'équipe et vraiment l'aider à franchir un cap. Je poursuis sur la confrontation. Le moment de la confrontation, parce que confronter, on est bien d'accord que confronter, c'est pas se prendre le chou, c'est pas se prendre la tête. Hein. Confronter, c'est c'est front avec front en fait. Hein. La racine c'est C-O-N, hein, donc c'est vraiment avec con et donc c'est idée avec idée, c'est-à-dire que je ne veux pas avoir raison sur le groupe, je ne veux pas que le groupe ait raison contre moi, mais par contre je vois quelque chose, le groupe ne le voit pas forcément, et donc je partage cette idée pour que cette idée vienne se mettre face à face avec le groupe et que finalement on puisse en discuter, on puisse en débattre et qu'on puisse en faire quelque chose. Voilà, donc la confrontation, en fait, voilà, la confrontation, c'est que peut-être par moment, le coach, dans son miroir, voit quelque chose d'autre que l'équipe ne le voit elle-même ou ne voudrait le voir ou ne voudrait le montrer. Parce que là, on ne sait pas bien où elle en est, l'équipe, à ce moment-là. Peut-être qu'elle le sait très bien, mais qu'elle ne se l'est jamais dit. Peut-être que c'est vraiment du domaine de non-dit. Donc, ce qui est important, c'est que si le coach voit un chat ou voit un tigre, en l'occurrence plutôt s'il voit un tigre alors que l'équipe se voudrait chat, c'est peut-être important qu'à un moment donné, le coach dise qu'il voit un tigre à l'équipe qui se croit être un chat. Et c'est bien ça qu'on va faire autour de la confrontation, c'est-à-dire qu'on va prendre le miroir. Alors, on verra qu'il y a des conditions de réussite pour le faire, mais alors, sur quoi on peut tendre le miroir? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Oui, on peut tendre le miroir sur des croyances limitantes. Cette phrase que j'avais entendue plusieurs fois de la part de plusieurs personnes dans un comité de direction. Dans notre métier, ça se gagne sur le terrain en étant près des équipes jour après jour. Rien d'intellectuel à tout ça. Qu'est-ce que le coach entend? Il entend deux choses. La troisième fois qu'il entend cette phrase-là, une fois de la part du patron, puis deux fois par demande du comité de direction, il se dit, est-ce qu'on n'est pas en train de me dire que le processus que je propose est un peu intellectuel? Donc là, il y a une part que je vais prendre pour moi. Mais il y a aussi une part qu'il va entendre, c'est qu'on est dans un séminaire stratégique. Je ne l'ai pas dit, mais on était dans un séminaire stratégique. Et on voit une équipe qui systématiquement, quand on essaye de prendre de la hauteur, nous ramène là où elle aime bien être, c'est-à-dire là où elle fait réussir, c'est près du terrain, c'est hyper concret. Et donc, en fait, dans cette faculté, à ne jamais s'extraire de ce qu'elle vient faire pour voir quelle est la partie limitante de cette belle croyance qui était vraiment à la base de la réussite de cette équipe de direction. C'est-à-dire que dans la croyance, il y a quelque chose de très fort, qui était très efficace. Des équipes qui étaient très engagées parce que leurs patrons eux-mêmes étaient très engagés. Donc il y a une part très positive de la croyance et puis il y a une part limitante de la croyance et c'est celle-là qu'il faut peut-être qu'on arrive à montrer. Et donc il va peut-être falloir confronter en disant bah, écoutez, ça fait 3 fois que j'entends dire qu'il n'y a rien d'intellectuel à tout ça. Est-ce que vous ne seriez pas en train de me suggérer que le processus par lequel on passe est un peu intellectuel? En tout cas, voilà, je vous pose la question, à vous de me répondre. Et puis d'autre part, on est dans un séminaire stratégique, et moi je vous propose de vous interroger sur ce que vous m'avez répété à plusieurs fois et le sujet dont on s'occupe aujourd'hui.
J'en tire aucune conclusion. À vous de décider. Si vous décidez que vous êtes au bon endroit, si vous décidez que c'est la bonne façon de travailler, c'est vous qui savez. Vous êtes le client. Moi, je ne suis que le coach qui ne sais rien. Mais en même temps, ça serait peut-être dommage que je ne vous tende pas sur le miroir, sur quelque chose qui évidemment va confronter un peu. Qui va confronter entre le coach et l'équipe et qui va confronter entre l'équipe, entre certaines personnes de l'équipe. Parce que ça va être aussi une manière de donner l'autorisation à ceux qui pensent que peut-être on ferait du bien de s'arrêter et de prendre du recul, de pouvoir le dire à ce moment-là. Voilà. Voilà un premier exemple de sur quoi on peut confronter. On peut confronter sur des croyances limitantes parce qu'on les voit. Et c'est difficile de voir le côté limitant de nos croyances, parce que nos croyances, c'est avant tout des choses qui nous font avancer. Deuxième chose, les répétitions de scénarios. Les répétitions de scénarios, vous savez, c'est des trucs dans certaines équipes qui se répètent sans cesse et sans cesse et sans cesse, tant et si bien qu'on n'y prête même plus attention, même tant et si bien que quand ça ne se produit pas, on est un peu déstabilisé. Par exemple, c'est toujours les mêmes personnes qui prennent la parole en premier. J'ai connu une équipe comme ça que j'ai accompagnée pendant plusieurs années, et systématiquement, quand on amenait un débat, l'équipe réfléchissait, se taisait, et elle se tournait toujours vers la même personne. Ce n'est pas le chef de l'équipe, hein, ce n'est pas le patron, c'est toujours vers le même. Et en fait, tant que lui n'avait pas pris la parole, personne d'autre ne prenait la parole dans l'équipe. Et donc, c'était un peu compliqué, parce que même pour moi, qui était censé les amener dans un niveau de réflexion sur des sujets qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir, chose qu'il m'avait demandé, et bien finalement, il se tournait vers celui qui, lui, refermait d'ailleurs bien souvent le sujet en disant ah, des conneries, tout ça, on a autre chose à foutre. Là, ce qui est important, c'est de regarder la prochaine collection de produits qu'on va offrir à nos clients, etc. Et si lui donnait le feu vert, bah, c'était génial, on pouvait y aller. Si lui donnait le feu rouge, bah, ça ne marchait pas, on ne pouvait pas y aller. Là aussi, il me semble que le coach a un vrai devoir de confrontation. Alors, ça répond peut-être à la question qui m'était posée un peu plus haut par Monique. Hein. C'est un individu qui prend un leadership. Alors, deux manières de le traiter. La première, je pense, c'est de le traiter d'abord parce que c'est moins dangereux pour vous et probablement plus efficace, c'est de le traiter lors d'une pause. Quand on fait du coaching d'équipe, on fait aussi ce qu'on appelle du coaching dans le décor, c'est-à-dire qu'on fait du coaching lors de toutes les pauses. On fait du coaching le soir quand on prend l'apéro, on fait du coaching le soir quand on va dîner, on fait du coaching tout le temps. C'est pour ça que le coaching d'équipe, c'est un peu épuisant, c'est pour ça qu'il faut vendre ces journées très chères, parce que c'est une vraie prestation à valeur ajoutée. Donc, premier niveau, c'est peut-être d'aller faire un coaching dans le décor. Lors d'une pause, on va se balader, on part dehors tous les deux, et puis effectivement, je me confronte gentiment en lui disant que j'ai remarqué quelque chose. Est-ce que lui s'en est rendu compte? Bien sûr qu'il s'en est rendu compte. Mais je lui montre que je l'ai vu. Et à partir de là, je vais peut-être pouvoir, par la confrontation avec cette personne-là, trouver une nouvelle façon de fonctionner qui soit plus en adéquation avec les objectifs que nous sommes. Et puis éventuellement, bah, ça va être aussi à un moment donné de confronter devant le groupe. C'est plus risqué, vous risquez de prendre des coups, mais à la limite, c'est pas grave, vous êtes là pour ça aussi. Vous n'êtes pas là justement pour faire que le boulot du coach sympa ou de l'animateur sympa. Vous êtes là pour accepter aussi parfois de prendre sur vous une émotion forte que ça va générer au niveau de l'équipe. L'essentiel étant peut-être que ça permette à l'équipe une percée et donc un nouveau mode de fonctionnement. Voilà, il n'y a pas que ce point-là hein, sur les répétitions de scénarios, il y a aussi des équipes qui abordent toujours on leur pose un problème, n'importe quelle question, elles l'abordent de la même façon, toujours par la même méthode. Là, ça peut être intéressant de leur dire, tiens, et si vous commenciez par la fin? Tiens, j'ai remarqué que, et si vous commenciez par la fin, est-ce que ce ne serait pas plus efficace? Voilà. Par exemple, je me rappelle d'une une équipe qui systématiquement, quand on leur proposait des consignes pour un exercice ou une séquence de travail, ils commençaient par discuter des consignes. Ils posaient plein de questions sur la consigne et la consigne ne leur allait jamais complètement. Voilà. Et donc, à un moment donné, ce scénario qui se répétait tout le temps, ben, c'était intéressant de les confronter par rapport à ça en leur disant, tiens, et si finalement vous faisiez ça tout le temps, là, ce que vous me faites vivre à moi, est-ce que vous le faites avec les autres? Comment ça se fait avec comment ça se passe avec les autres et comment font les autres par rapport à ça? Et qu'est-ce que ça dit de vous en tant qu'équipe? Donc de les faire réfléchir pour que, et puis effectivement, ils puissent peut-être trouver une nouvelle façon plus efficace ou différente d'aborder une question qu'ils auraient posée. Voilà. Donc voilà tout un tas d'exemples sur lesquels on peut essayer d'aller confronter aussi une équipe qui répète sans cesse les mêmes schémas. J'aime bien la dernière, hein, c'est toujours les mêmes responsables externes. Donc en fait, nous, on ne peut pas avancer parce que le directeur du marketing ne donne jamais les moyens de le faire. Ou le directeur financier qui réduit toujours les budgets. Voilà. Donc là, ça peut être intéressant aussi d'aller pointer ça du doigt. Je vois passer une question qui est extrêmement importante. Hein, j'aurais pu utiliser le mot transfert et contre-transfert.
c'est justement pour ça qu'il faut être très conscient de la part qui nous appartient dans le travail de confrontation et de déclenchement de l'insight avec les équipes. Effectivement, deux coachs différents ne verront pas la même chose, n'entendront pas la même chose, ne ressentiront pas la même chose. Donc, il faut absolument être vigilant par rapport à ça. Voilà. Troisième endroit sur lequel on peut confronter, c'est les points aveugles. Les points aveugles, c'est un point au milieu de mon dos que tout seul je ne pourrais jamais voir parce que je ne vois pas mon dos. Voilà. Et donc, ces différents effets de miroir qu'on va pouvoir montrer, on va pouvoir utiliser ça au travers par exemple, de plusieurs portes qu'on pourrait pousser en montrant en éclairant la statue sous différents angles. Et peut-être qu'en faisant ça, le coach, à un moment donné, va mettre le doigt pour l'équipe, hein, sur un endroit où l'équipe va s'arrêter et va dire waouh, là, ce truc que tu viens de nous dire, les trois trucs que tu nous avais montrés avant n'étaient pas intéressants, mais celui-là, vraiment, il faut qu'on réfléchisse parce que c'est un truc, on sent bien qu'il y a quelque chose à regarder là-dedans. Voilà, je prenais un exemple. Une équipe c'était l'équipe dont je vous parlais, là, celle qui se distingue des autres grâce à une créativité féconde. Donc ça, je leur ai dit parce que ça, vous voyez, ça s'est vérifié dans chacune des séquences. Et pourtant, vous constatez comme moi que vous n'arrivez pas à avancer concrètement en prenant des décisions. Cette équipe ne sait pas prendre des décisions, n'arrive pas à prendre des décisions collectives. Donc ce qui se passe, c'est que comme elle n'y arrive pas, à un moment donné, le patron qui pourtant voudrait être beaucoup plus dans le collaboratif, finit par s'impatienter, il prend le truc. Alors comme déjà, il ne faut pas le forcer beaucoup parce que c'est un peu sa nature, il prend le truc et il prend la décision. Voilà. Et donc, à un moment donné, si le coach qui voit ça, parce qu'il est en position méta, notamment dans cette séquence de jeu-là, s'il ne le montre pas, je trouve qu'il loupe vraiment une belle occasion de montrer quelque chose sur laquelle l'équipe va pouvoir réfléchir et peut-être bâtir différemment. Voilà. En l'occurrence, là, ça a plutôt très très bien marché. Je pense que il y a eu autour de cette fin de jeu, il y a eu pour eux un insight qui est vraiment fondamental. Et toute l'après-midi, on a d'ailleurs changé l'ordre du jour qu'on avait prévu pour l'après-midi. On a vraiment travaillé que sur la prise de décision, pas ce qu'on avait prévu de faire. Donc, entre midi et deux, pendant le déjeuner, on a décidé tous ensemble qu'on allait changer l'objectif de l'après-midi sous le contrôle du groupe et on a travaillé sur la prise de décision. Voilà. Alors, je suis désolé, elle est pas très bonne, mon image, en termes de qualité, mais elle me parle bien pour expliquer l'injonction contradictoire. Hein, ceux qui sont fans comme moi des BD des Gaulois. Ça résume tout à fait ce qui peut se passer aussi parfois au sein des équipes. C'est-à-dire des sortes d'autorisations qui sont données, et dès qu'elles sont prises par certains membres de l'équipe, ou par le patron, ou par l'équipe vis-à-vis du patron, hop, il y a quelqu'un qui vient reprendre ça et qui vient fermer le truc de manière assez ferme et voire parfois violente. Donc l'injonction contradictoire ou le paradoxe hein, que vous pouvez détecter au sein d'une équipe, eh bien, les injonctions paradoxales, pardon, c'est un endroit de plus sur lequel vous pouvez aller confronter. Un coaching d'équipe récent, où le patron, quand il débarque, dit bon, aujourd'hui, on se dit tout. Ok, les gars, ouais, on se dit tout. Mais évidemment, alors ça, c'est pas ce qu'il a dit, hein, mais c'est ce qui s'est passé. C'est que dès qu'il y en a un qui prend la parole pour dire un truc qui concerne le patron, voilà, il s'en prend une. Ah, il se la prend intelligemment, hein. Il s'en prend pas une violemment. Il se la prend avec un exposé clair, net, précis, qui le fait passer pour un petit garçon en culotte courte. Donc, quand on voit le processus se produire une fois, deux fois, trois fois, là aussi, je pense qu'il va être du rôle du coach, parce qu'il a ressenti ça et parce qu'il voit se jouer devant lui, d'être non pas le porteur de parole, hein, il ne faut pas qu'il remplace le groupe par rapport à ça, mais il faut qu'il aille confronter l'ensemble du groupe, et pas que le patron, l'ensemble du groupe, sur ce qu'il est en train d'observer, en leur proposant de réfléchir au cours d'une séquence sur et si vous trouviez un mode de fonctionnement qui soit un peu plus constructif entre vous par rapport à Voilà. Donc le coach à ce moment-là va confronter l'équipe, confronter le patron et l'équipe, parce que les deux ne sont pas confrontés hein, dans ce cas-là. Il y a le patron qui fait une injonction paradoxale, mais il y a aussi l'équipe qui dit oui, oui, on y va, on va tous dire, et puis qui en fait ne dit rien du tout parce qu'elle est rentrée dans le jeu. Donc il faut qu'on regarde comment on va désamorcer ça, et il n'y a pas un responsable à ça, il y a une systémique, quelque chose qui se
Comment désamorcer cette violence? Oui, alors c'est pas toujours violent, c'est une forme de violence. Des fois, finalement, c'est presque mieux quand ça part de manière un peu brutale, parce qu'au moins on peut le pointer du doigt. C'est plus difficile quand c'est un peu plus, entre guillemets, pervers, un peu plus manipulatoire. Des fois, c'est complètement inconscient, des fois, c'est très conscient. C'est là où, justement, en fonction de ce que vous allez observer, vous allez jouer différemment en travaillant soit avec une personne de l'équipe, soit avec toute l'équipe. Et c'est là qu'il va falloir être très attentif euh, très attentif sur le fait que j'ai perdu le bout de phrase, très attentif sur le niveau de confrontation, la force de la confrontation que vous allez pouvoir envoyer à cette équipe en fonction de sa maturité, en fonction de ce que vous avez détecté en avant. Et si vous ne connaissez pas cette équipe, ne confrontez surtout pas une équipe que vous ne connaissez pas parce que vous allez peut-être la mettre en difficulté par rapport à son patron. Que vous vous mettiez vous-même en difficulté, à la limite, c'est pas très grave, payé pour, mais l'équipe, elle n'est pas payée pour. Donc, c'est important d'être bien en confiance vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'équipe pour aller d'avoir ce niveau d'alliance qui permet de confronter. Fabien qui propose on est au moins d'accord sur le fait que vous n'êtes pas d'accord entre vous. Oui, ça pourrait, enfin, je suppose que ce que tu proposes, ça pourrait être un coup de miroir que tendrait le coach, que je trouve malin, effectivement. Ça pourrait être tout à fait malin de leur dire, tiens, ben, j'observe un truc, c'est que finalement, il y a au moins un point sur lequel vous êtes tous d'accord, c'est que vous n'êtes jamais d'accord entre vous. Enfin, voilà, quelque chose comme ça qui pourrait être effectivement impertinent, au sens où tout le monde voit bien que vous êtes en train de dire quelque chose qui est important. En général, ils le voient bien. Ils peuvent s'y arrêter, ils peuvent ne pas s'y arrêter, ça va dépendre un peu de ce qu'ils vont décider de faire. Et c'est justement vers ça que je voulais aller ensuite. Voilà, quelques conditions pour confronter. La première, excusez-moi. Alors la première, c'est d'être bien centré au moment de confronter. Ça, je me rappelle très bien la toute première fois où j'ai fait une confrontation vis-à-vis d'une équipe. C'est pas mal de faire une pause avant, de pas y aller dans l'énergie comme un petit soldat qui montrait au front alors qu'il va se faire massacrer. Donc c'est pas mal de prendre une bonne respiration, d'aller faire le tour du parc. On a souvent la chance de travailler dans des endroits agréables, donc on fait du coaching. Donc d'aller faire le tour du parc, d'aller boire un verre d'eau, d'aller nous faire un peu de respiration connectée pendant quelques minutes. C'est important parce qu'il va se passer des choses qui ne sont pas toujours que agréables dans ce moment-là. Et donc, c'est important que vous soyez bien centré, bien ancré, bien sûr de votre posture au moment où vous allez le faire. Ça, c'est un premier point qui me paraît très important. Le deuxième point, c'est d'avoir, on en a parlé suffisamment, je pense, la bonne alliance, la bonne confiance avec l'équipe et son manager. Un minimum en tout cas, et justement, le niveau d'alliance que vous avez vous permettra de mesurer ou de jauger le niveau avec lequel ou la force avec laquelle vous allez renvoyer le réseau. Évidemment, vous restez en position basse et vous restez humble. Je crois que quelqu'un l'a dit, les risques de transfert, de contre-transfert, oui, ils existent toujours. Donc, ce que j'ai vu, je l'ai vu. Ce que j'ai ressenti, je l'ai ressenti. Donc, je dis ce que j'ai vu, je dis ce que j'ai ressenti, mais je ne juge pas. À aucun moment, je vais juger l'équipe, je vais juger les acteurs, alors ça sera encore pire, hein, mais ce que j'ai ressenti, j'ai le droit de le partager. Voilà, je voulais partager avec vous, si vous m'autorisez, un point que j'ai ressenti dans cette discussion que nous venons d'avoir. Petit blanc, éventuellement quelqu'un dit, bah non, laisse-nous continuer parce qu'on est dans le bon processus. En général, ça ne se passe pas. Mais, et derrière, vous y allez. Voilà, moi, ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est ça. Donc là, j'envoie mon coup de mémoire au travers de cette manière que je vais avoir de formuler sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds, c'est-à-dire discrètement, mais tout en étant parfaitement centré, donc la capacité à comprendre. Position basse sur le cadre, je ne suis pas sûr de comprendre cette question. J'aurais tendance à plutôt penser que le coach tient le cadre, donc il est plutôt en posture haute sur le cadre. Il est le garant du cadre qu'il a posé au début de son coaching. Mais peut-être que je n'ai pas bien compris la question. En tout cas, la position basse, c'est vraiment l'humilité avec laquelle vous allez aller vers l'équipe pour partager ce moment de confrontation avec eux. Oui, c'est ça, on est d'accord. Hein, plutôt haute sur le cadre et basse sur le contenu. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Sur le contenu, bah, j'y vais quand même, j'y vais quand même de manière assez délicate. Je vais terminer, je réponds à la question d'Ahmed tout de suite après.
Voilà. Et tout ça, alors ça vous, oui, pardon, excusez-moi. Et donc, vous allez calibrer la force du rayon aussi en fonction, on l'a dit à plusieurs reprises, de la maturité de l'équipe que vous avez en face de vous. Et donc, pour ça, il faut l'avoir détecté, soit en amont, soit pendant les séances. Il y a des équipes qui ne sont pas du tout mûres pour être confrontées collectivement. Il y a des équipes, si vous les confrontez collectivement, ils vont vous jouer le village gaulois, ils vont se serrer les coudes entre eux alors qu'ils ne s'entendaient pas, et paf, c'est vous qui allez vous prendre le rayon en pleine figure. Pas dire plus. Alors, en même temps, vous en ferez quelque chose de ça, parce qu'on on fait feu de tout bois, hein, dans ce qui se passe. Y compris si je suis bouc émissaire, je vais pouvoir dire, bah, tiens, c'est marrant. Vous faites souvent ce genre de choses. Voilà ce que je viens de ressentir depuis ma posture. Comment vous l'avez vécu, ce moment-là, et en quoi ça pourrait finalement vous aider à réfléchir et à progresser sur la façon dont vous travaillez entre vous et avec les autres. Mais en même temps, c'est un peu délicat, vous comprenez bien, parce qu'à ce moment-là, ça peut apparaître de la part de l'équipe comme étant le coach qui se défend finalement. Et du coup, il est en train de nous renvoyer le truc. Donc, c'est pour ça que le mieux, c'est quand même d'essayer de calibrer la force de ce que vous envoyez au fond de la maturité. Quand vous travaillez avec une équipe dans le temps, eh bien, elle va même, d'ailleurs, elle-même vous demander d'y aller. Méfiez-vous d'ailleurs. Méfiez-vous de ceux qui vous disent non, mais vas-y, n'hésite pas, confronte-nous, hein, tu peux tout nous dire. Hein. Surtout ceux que vous ne connaissez pas au départ. Hein. Souvent une façon de vous dire fais gaffe à ce que tu vas nous dire. Voilà. Et le dernier point, c'est de tenir bon sur ses positions tout en restant souple. C'est-à-dire, c'est d'y revenir. Parce que probablement que ce que vous avez vu, vous avez eu raison de le voir, et il y a quelque chose à en faire. Donc, si ça ne prend pas, c'est-à-dire, vous voyez, dans la première image, il y avait la bibliothèque, on l'a poussé un peu. Si ça ne prend pas une première fois, parce que, eh ben, acceptez, lâchez, ne vous entêtez pas. Mais revenez-y, tenez bon sur vos positions. Parce que probablement que vous avez vu quelque chose qui peut être utile. Voilà. Alors, et si le manager refusait d'être hors de la confrontation, alors, comment ça, hors de la confrontation ou si le manager refusait d'être dedans, qu'est-ce que. Je ne sais pas. Alors, oui, le manager pourrait refuser la confrontation, il pourrait stopper, il pourrait dire écoutez, non, là, Franck, je ne comprends pas, je ne comprends pas où tu nous amènes. Donc là, dans ces cas-là, ça veut dire que vous avez probablement franchi une ligne qui n'est pas acceptable pour lui. Donc, vous allez repartir dans vos 22, continuer à observer. Par contre, vous allez revenir dès la première pause. C'est super important. En revenant en disant j'ai senti que dans mon intervention, il y a quelque chose qui a été délicat pour toi. Par contre, il faut absolument qu'on en parle. Qu'est-ce qui se joue, en quoi c'était délicat pour toi et comment je peux t'aider. Mine de rien, probablement que vous avez touché quelque chose du doigt. Il se peut aussi que de temps en temps, le manager accepte ou même vous demande que la confrontation se passe sans lui, parce qu'il estime que peut-être, ou vous estimez, vous, en tant que coach, qu'il y a d'abord des choses qui doivent se régler entre les équipiers sans que ça passe systématiquement par le manager. Donc tout est possible, c'est une question de choix, c'est une question d'appréciation. Ça fait que notre métier est un métier, parce qu'il n'y a pas de recette magique permanente. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y en a eu pas mal. Donc, je vois les questions arriver. Je fais ma petite page de pub quand même, avant que vous déconnectiez tous à 13h45. Allez plus loin avec nous. Si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas. Je vous laisserai découvrir ce qui différencie notre école de toutes les autres écoles de coaching, mais quand même se différencie toutes parce qu'elles sont excellentes. La nôtre est aussi excellente parce que les autres sont excellentes. Donc, je vous laisse découvrir ça tranquillement. Notre offre, il y en a 2 cycles de base, un au coaching d'équipe et l'autre au coaching individuel. Ces 2 formations s'appuient comme les autres d'ailleurs sur le modèle qui est le modèle des 4 énergies qu'on développe largement sur le site. Vous avez envie d'y aller, ou si vous êtes déjà connecté à des précédentes conférences, vous en avez entendu parler. Voilà, on offre aussi un séminaire de 4 jours qui permet de se spécialiser pour les coachs. Et puis un module sur vendre le coaching. Et donc la petite proposition d'aujourd'hui, c'est qu'il nous reste 3 places dans le prochain séminaire qui commence fin novembre. Donc on a 9 inscrits et on peut monter à 12. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez vous engager, les 3 premiers qui s'engageront. Alors on leur offre pas un prix sur cette formation-là parce qu'on trouve que ça serait pas juste pour ceux qui se sont déjà inscrits avant. En revanche, on vous offre 50% de remise sur la formation qu'on vient de lancer cette année en 2018 sur vendre le coaching et qui démarrera au printemps prochain. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir une offre promotionnelle si vous vous inscrivez
sur les 3 dernières places que nous avons, formation coaching d'équipe. Sachant qu'il y a un truc qui est important à lire là-dedans, c'est pour ça que je vous ai mis toutes les dates, c'est que chez nous, on peut suivre les modules dans le désordre. Donc, vous pouvez démarrer la formation en décembre, parce que vous n'êtes pas libre en novembre, poursuivre en janvier et en avril avec l'air et le feu, et venir faire la terre début avril avec le groupe d'après. Vous commencez en janvier sur l'air et le feu, et vous venez faire la terre et l'eau en avril et en mai, ou avec le groupe suivant qui démarrera au printemps prochain. Donc là, on a, pour ceux qui hésiteraient à cette formule-là, on a de très nombreux coachs qui l'ont suivi dans le désordre. On a vraiment fait attention à ce qu'elle soit bien séquencée comme ça, et ça marche très bien. D'autant plus qu'on envoie systématiquement des e-books avec le contenu. Alors, ça, c'est nouveau, hein, on ne le faisait pas, mais depuis septembre, on le fait. Donc, le contenu, vous en disposez avant, et donc, quand on vient en formation, c'est vraiment pour s'entraîner. Du coup, on peut très bien avoir lu l'e-book sur la Terre et venir suivre sans aucune difficulté le séminaire sur l'eau. Voilà, 13h46. Donc, je tiens mon engagement de déterminer à 45. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse, sur le site où vous avez une fiche de contact, sur le site Énergie. À très bientôt les uns et les autres. Et bonne confrontation.